Ils avaient décidé la guerre totale, la victoire totale. Ils ont eu la défaite totale et la capitulation totale. Et qu'une signature, c'est un destin qui se ferme. Et nous voilà à Lindau, quartier général, au bord de lac de Constance. Nous sommes le 7 mai. 7 mai, il s'est passé un événement que de Lattre a accueilli sans agrément. Ça a été la signature de la capitulation des armées de l'Ouest à Reims. La capitulation de Reims a été reçue non pas par le général Eisenhower, a été reçue par M. Bedel-Smith. Et il n'eût pas été convenable que vous passiez après M. Bedel-Smith. Et il vaut mieux, réfléchissez, il vaut mieux être le vainqueur que le signataire. Mais la blessure était ouverte, mais elle va être fermée. Car dans la nuit du 7 au 8, nous recevons un télégramme qui est arrivé à 3 h du matin du général de Gaulle, priant le général de Lattre d'aller avec un officier à Berlin pour signer la reddition inconditionnelle de l'Allemagne. À Berlin, c'est très différent, c'est un acte politique qui va être intervenu. La reddition inconditionnelle du Troisième Reich, avec des pouvoirs donnés par le chef du Troisième Reich, qui est l'amiral Dönitz, si bien que la délégation allemande devait être Keitel, Freudenberg, Stumpf. Lorsque nous recevons, nous, pour signer pour la France, de là à Berlin, il me dit de partir avec un officier. Moi je ne pars pas avec un officier seulement, je prends 2 mètres comme chef d'état-major. Quand on y va à 2, on y va à 3, et je demande à Bordeaux, mon chef de cabinet, d'être là également. Nous avons attendu l'avion du chef, l'avion de Eisenhower, qui était un Bercotin, un DC-3, mais magnifique, aménagé en bureau, salon, etc., est venu nous prendre. Et nous voilà partis, mais nous avions du retard. Et de là, on était fort impatients et fort contrariés. Nous atterrissons en zone soviétique, nous sommes accueillis par des soviets, c'est là où on devait se regrouper avec les autres plénipotentiaires américains et britanniques, mais les Américains et les Britanniques étaient déjà passés. De Lattre a piqué une colère terrible, il a demandé de partir immédiatement pour rattraper les autres. Les soviétiques disaient mais il n'y a plus les escadrilles d'accompagnement, je me fous des escadrilles, je veux partir. Et nous sommes arrivés à Berlin vers midi, après avoir survolé cette ville dans un état, oh, c'est inimaginable. On ne peut pas penser, je ne peux pas penser à cette ville du mois de mai, ce Berlin du mois de mai, sans penser à l'apocalypse. C'était, il n'y avait plus des cubes, les immeubles, c'était des cubes vides, tout. La matière des immeubles était dans la rue, était vautrée dans la rue, les bulldozers traçaient des sentiers, des chemins pour dégager, pour que des véhicules puissent passer. Des centaines de Berlinois maigres, de visage pâle, avec des seaux et des brocs, faisaient la queue pour avoir de l'eau au poste d'eau, au coin d'anciennes rues, car on n'y avait plus de rue. La circulation des troupes, parce qu'il y avait des troupes soviétiques,
déjà des équipes de déminage qui étaient tout travail, et puis qui cherchaient des snippers, il y avait encore des snippers. Les troupes soviétiques étaient dirigées, et tous les convois étaient dirigés par des petits agents de la circulation qui étaient des petits soldats féminins soviétiques avec un petit fanion jaune dans la main droite, un petit fanion rouge dans la main gauche ou inversement et qui dirigeaient les convois. C'était extraordinaire. Un spectacle, je vous dis, de l'apocalypse. Et nous ne savions pas où nous allions. Nous avions eu les honneurs rendus par 2 bataillons soviétiques sur le terrain de Tempelhof, et puis nous étions montés dans 3 voitures automobiles qui avaient été mises à notre disposition, et de là, avec consigne-t-on, les généraux soviétiques étaient là. Nous signons, et nous voilà partis. Nous avons fait une vingtaine de kilomètres à peu près, dans ces ruines, pour arriver dans un village, Karlshorst, qui lui était absolument indemne, qui n'avait reçu aucun bombardement, et où Yukov avait installé son quartier général. Je pense qu'avant-guerre, cette petite cité de Karlshorst était la cité construite autour d'une grande école militaire, qui devait être une école de sous-officiers, avec donc un bâtiment central dans lequel il y avait les salles pour le collectif, pour l'administration, une grande salle d'honneur avec un balcon où pouvait se trouver un orchestre, et puis des bureaux. Et puis derrière, alors, des bâtiments assez considérables où devaient être les troupes, les élèves de cette école de sous-officiers, et tout autour de cet ensemble, des petits pavillons, qui devaient être, je pense, des pavillons des officiers et des sous-officiers d'Octave. Et voilà que les 3 voitures qui nous amènent s'arrêtent devant une petite villa. On nous prie de descendre, les voitures repartent, et puis il y avait une sentinelle devant notre villa avec la mitraillette en travers de la poitrine. Nous entrons dans la petite villa et nous trouvons une pièce avec 3 petits matelas recouverts de draps d'une blancheur éclatante, et puis rien d'autre. Alors, de là, les soldats soviétiques qui étaient là, ils ne parlaient pas un mot de français, malheureux, ils manifestent la plus grande colère, on les appelait où est-on, où va-t-on, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors les soldats soviétiques, vous voyez qu'ils se fâchaient, ont apporté un phonogramme. Ils disent que c'est pas ce qu'ils voulaient. Et nous sommes tombés devant une des petites villas, tout près du grand bâtiment, sur le maréchal Teder. Air Marshal Teder, qui était le anglais, britannique, qui était le maréchal commandant toutes les forces aériennes occidentales, et qui avait été délégué par Eisenhower pour représenter toutes les armées alliées occidentales. Et lorsque Teder rencontre cela, il dit, bon, vous venez, mais pourquoi? Il a dit, je viens pour signer. Il dit, on croyait que vous veniez simplement pour assister. Il faut que vous voyez machin et Yukov. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre Delà et le maréchal Yukov au cours de cette première réunion. Ce que je sais, c'est que le contact a tout de suite passé entre les deux hommes.
Mais ce n'était pas fini. Parce que dans l'après-midi, et au début de l'après-midi, est arrivé un civil. Et quel civil? Il est arrivé Wyszynski. Wyszynski était le vice-ministre des Affaires étrangères de Staline. Il avait été, vous savez, Wyszynski, le procureur général qui, avant la guerre, avait fait condamner à mort tous les plus hauts gradés de l'armée soviétique. C'est assez curieux, extraordinaire. Quelques mois avant la guerre, l'armée soviétique, l'État soviétique, pour des raisons politiques, s'est privé de son plus haut commandement, des hommes fusillés. Et ça, avec Wyszynski, au poste de procureur général et demandant les fêtes de pas. Wyszynski était l'homme de pleine confiance de Staline. Et Wyszynski, vice-ministre des Affaires étrangères, est arrivé en réalité pour surveiller Yukov. Pour que Yukov avait dit, écoutez, c'est pas difficile, je vais signer pour l'Occident, pour le front de l'Est. Le maréchal Teder va signer pour le front de l'Ouest. Et puis, de là, en général, vous allez signer pour la France. Et il y avait un général américain, là, qui était Spaatz. Eh bien, mon général, vous apposerez la signature pour l'Amérique, comme ça il y aura, si vous voulez, indépendamment des forces militaires qui aujourd'hui représentent les pays, il y aura les pays eux-mêmes, les États-Unis et la France. C'est déjà le début de la guerre froide. On s'est serré la main entre soldats soviétiques et soldats américains. On a crié hurrah quand on s'est trouvé, quand on a fait la jonction. Mais chez les chefs, c'est déjà la guerre froide. Et Wyszynski m'a dit, mais que la France signe, c'est tout à fait normal. La France, elle a une position différente. On est forcé, la France, de la considérer comme ayant repris sa part dans la guerre alors qu'elle était occupée par son propre effort, par une chose tout à fait originale, la constitution d'une nouvelle armée dans le cadre de l'effort de guerre de résistants et d'une reconstitution à l'extérieur de ses frontières pour la reconquête de ce pays. La France, je pense, soit qu'elle puisse signer, elle, comme témoin. Mais les États-Unis, pour quelle raison? Les États-Unis, ils sont représentés par le maréchal Teder, puisque le maréchal Teder représente le général Eisenhower. Alors les États-Unis ne signeront pas. Alors immédiatement, Spaatz a dit, si c'est ça, les Américains disent qu'il n'y a pas de raison pour que le général signe. Et nous voilà repartis tout l'après-midi jusqu'à la nuit pour des discussions sans fin où vraiment Delattre a fait preuve de ce qu'il était, c'est-à-dire un diplomate génial. C'est la colère, c'est l'irritation, mais c'est aussi la séduction, la tentation emportée aux autres. C'est tout le registre de l'homme qui sait convaincre, et finalement, Wyszynski, pour la France, et grâce à Delattre, s'est laissé plier. L'Amérique signera comme témoin, donc la France signera aussi comme témoin. Tout cela nous amène après de minuit le 8 mai, et on ne signera en définitive que le 9 mai, dans les premières heures, dans les premières minutes, la première demi-heure du 9 mai. Et comment cela va-t-il se passer? Une table, ici, et deux tables perpendiculaires enfermées. Ici, ceux qui ont signé. Yukov à cette place, au centre. Le maréchal Teder à la droite de Yukov, Wyszynski à la droite de Teder et un Anglais, un amiral anglais tout à fait tout. À gauche, le général Spaatz, Delattre, et ici une table perpendiculaire et avec un siège pour que successivement chacun des Allemands puisse venir signer ici. Tous ces instruments du protocole qui sont en trois langues, russe, anglais et allemand, en 18 exemplaires, parce que les Russes, très pointilleux, ont exigé que la moitié des exemplaires, la première partie, soit la République soviétique, et les autres exemplaires, le maréchal Teder. Nous entrons tous dans cette salle, il est minuit passé. Yukov en grand uniforme avec les généraux soviétiques qui viennent prendre place
à ces tables à droite et à gauche. Moi, je suis là à la table de gauche, pas très loin. Et au fond, la porte par laquelle tout à l'heure, les Allemands vont entrer. Nous nous mettons en place, nous nous asseyons, Yukov se lève, nous adresse quelques paroles de bienvenue, et puis ensuite s'assied. Et dit, regarde, faites entrer. Et puis plénipotentiaire, la porte s'ouvre à double battant, il y a une table au fond pour qu'ils puissent s'asseoir au fond. Keitel arrive le premier, suivi de Freudenburg et de Stumpf et de 4 ou 5 magnifiques officiers d'ordonnance, couverts de décorations. Keitel a son grand uniforme apparemment rouge, sa grande cape, son bâton de maréchal à la main. Après nous avoir souhaité la bienvenue, Yukov s'était assis, ils étaient tous assis. Et lorsque Keitel va entrer, très théâtralement, il a salué. Mais très large, avec son bâton de maréchal. Visiblement, il attend que Yukov se lève. Et nous regardons Yukov, et Yukov reste marbre et assis, donc toute la séance, assis. Et je l'ai encore dans l'oreille. Keitel, froissé, humilié, avec le visage râle qui était le sien, laisse tomber son bâton de maréchal. Il ne l'a pas posé, là, laissez tomber. Et ça a fait un bruit, BAM sur cette table derrière laquelle il s'est assis avec Freudenburg et Stumpf. Oui, c'est Stumpf. La cérémonie a été très brève. Mais Keitel va voir ce dont on ne s'est jamais aperçu. Mais moi j'avais noté ça parce que il va avoir une revanche en quelque sorte. Car Yukov va se lever et va s'adresser à Keitel en lui disant: avez-vous les pouvoirs nécessaires de l'amiral Dönitz, chef du Troisième Reich, pour signer l'acte de reddition? Oui, répond Keitel, brutalement, mais en restant assis. Si bien que Keitel va répondre à Yukov, qui lui est debout, lui en restant assis. Et ensuite, très simplement, avez-vous pris connaissance des conditions de la reddition? Oui. Avez-vous des observations? Alors là, je suis en désaccord. Vous voyez comme sont les souvenirs. Avec le maréchal de là. Il a le souvenir que lorsque Yukov l'a interrogé, avez-vous des observations? Keitel a répondu, oui, j'ai une observation. C'est le protocole d'accord. Le cessez-le-feu doit intervenir le 8 mai ou le 9 mai avant midi. Je suis dans l'impossibilité de faire exécuter un cessez-le-feu dans un temps si bref. Et moi, j'ai le souvenir que c'est à la fin de la séance, à la fin et après la signature des actes, que cette question a été posée. Peu importe, elle a été posée. Yukov s'est penché vers ses assesseurs, vers Delade, vers Spatz, vers Teller, objection rejetée, venez signer. Et alors on a assisté à ce spectacle assez étrange de Keitel se levant de là-bas et faisant le tour de la table de gauche, j'étais assis là, moi, à gauche, et c'est en passant derrière moi qu'il a grommelé une phrase, et j'ai entendu Franz Sich, etc. J'ai dit à l'interprète russe qui se trouvait à côté de moi, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il avait grommelé ça. Il a dit, signer à côté d'un Français, c'est un comble. Et c'est ainsi qu'il est venu signer. Et qu'il a signé tous les exemplaires, puis ensuite, il y avait des jeunes officiers soviétiques qui faisaient passer les exemplaires de l'allemand à Yukov, de Yukov, à Teller, de Teller à Delade. Enfin, ça a été un ballet. Car ensuite, après Eiffel, successivement sont venus Stumpf et Freudenburg. Et lorsque cette signature a été terminée, Yukov leur a fait mine, leur a fait signe qu'ils pouvaient partir. Ils se sont levés. Keitel a salué tout à fait d'une manière différente. Et ils sont partis. Les portes se sont refermées. Et alors là, j'ai assisté à un spectacle absolument extraordinaire. C'est le spectacle des Russes et des Américains. Nous étions peut-être, il y avait bien peut-être une 20, 25
soviétiques de haut grade, et tous en grande tenue. Il y avait bien une dizaine, une quinzaine d'Américains, 8 ou 10 Anglais, Britanniques et puis nous 3. Les Américains et les Russes se sont jetés les uns sur les autres en criant des hurrahs, comme si on venait de gagner un match de football, des supporters qui viennent de gagner un match et qui saluent leur équipe et qui bravo, c'est hurrah. Eh bien, moi je dois dire, j'ai regardé à ce moment-là de l'âtre, j'ai regardé de Metz, nous avions la gorge serrée, Madame la Maréchale. Parce que pour nous, c'était pas, bien sûr, la Russie, ça avait été tragique, c'était millions et millions de morts. Nous, c'était peut-être autre chose tout de même. Il y avait cette occupation, cette humiliation. Il y avait aussi ceux que nous avions déjà vus depuis quelques jours, ces déportés. Nous étions aux larmes. Et j'ai vu que le maréchal se serrait les têtes. Il était joyeux, mais ému à quel point. Et de mettre la même chose. Alors nous sommes sortis dans cet état d'esprit de cette séance historique dont je dis que c'est du Shakespeare, parce que c'était d'un dépouillement extraordinaire et en même temps c'était vraiment le sort du monde qui venait de trouver l'aboutissement d'un drame apocalyptique. Alors nous avons attendu, nous avons fumé des cigarettes dans les grands couloirs qui entourent cette salle, et une demi-heure après, ces tables étaient recouvertes de linge de nappe blanche, de vaisselle magnifique, d'argenterie éclatante, et il y avait du caviar, et il y avait beaucoup de vodka, et il y avait beaucoup de zakouski, et un banquet qui allait durer jusqu'à 6 heures du matin. Jusqu'à 6 heures du matin, avec au début un incident. Je vous le raconte parce que de même que, j'ai oublié de vous le dire, quand nous étions arrivés, il n'y avait pas de drapeau français, il y avait l'Union Jack, Stars and Stripes et l'Union soviétique. Pas de drapeau français, quand de là a frappé Bruxelles, il m'a dit, oh nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je veux un drapeau français, tout de suite. Alors on s'était débrouillé pendant l'après-midi, faire coudre du bleu de chauffe, du blanc, et le reste ça allait encore. Le rouge, c'était pas difficile à trouver, mais le bleu, il a fallu qu'on prenne une autre chose foncée, puis on avait donné ça à des petites ouvrières soviétiques qui nous avaient d'abord collé un drapeau hollandais. Alors il a fallu qu'ensuite on avait trouvé une lampe, c'était pas difficile non plus, mais enfin on avait notre drapeau qui a été mis au centre, sous le drapeau soviétique et au centre. Alors, le patron était heureux. Alors, nous entrons donc pour le banquet, pour ce dîner, et au début, il y a eu plusieurs toasts. Tout de suite, Yukov qui a porté un toast, Staline, et Roosevelt. Roosevelt était déjà mort depuis quelques jours, mais enfin, c'est même le souvenir de Roosevelt. Et puis, les États-Unis, la Russie. Les Soviets éternels, la Russie. Et puis, pas un mot pour la France. Et comme Tedder a répondu, la même chose. Hommage à Staline, hommage à Eisenhower, grande. Et puis pas un mot pour la France. Alors de là, qui était à la table d'honneur, il était juste presque à côté du camp, visiblement s'est mis comme ça, a tourné le dos, et n'a pas pris de nourriture. Alors ce général Sokolovski, qui était qui faisait un peu l'interprète et le diplomate entre Delattre et Yukov, elle ne trouvait de là tout mon général. Le maréchal Yukov se préoccupe de savoir pourquoi vous avez l'air de vous désintéresser du dîner, du souper. Et Delattre a répondu, quand dans un jour de cette nature, il y a des toasts portés et qu'il n'est pas question de la France, comment voulez-vous que j'aie appétit? Alors Sokolovski dit, bienvenue, mon général. Le maréchal Yukov m'a chargé de vous dire que dans quelques instants, vous retrouverez largement appétit et que vous aurez soif. Et c'est ce qui s'est passé. Dans quelques minutes après, non seulement Yukov a prononcé un toast fabuleux à la gloire,
résistance, la première armée, de là, tout le monde y est passé, avec une Marseillaise fabuleuse, des laïcats qui étaient dans la loge. Mais Wyszynski s'est levé et a prononcé un toast en anglais, si mes souvenirs sont précis, extraordinaire sur la France, sur l'esprit de résistance de la France. Bien sûr, Wyszynski, depuis la Révolution, depuis 89, 92, 93, tout y est passé. Mais alors, un hymne à la France. Et à un moment donné, c'est assez curieux, car l'interprète a employé je ne sais quelle expression, il l'a reprise. Il a dit non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors qu'elle traduisait, il dit non, c'est pas ce que j'ai dit. Et nous avons alors, de l'âtre détendu, de l'âtre rayonnant, passé une nuit extraordinaire avec je ne sais pas combien, 62 ou 63 toasts, dont celui de l'âtre qui a été très, très, très remarquable. Et Yukov a tellement tenu à marquer, j'ai dire son amitié pour le général. Car quand nous sommes revenus le 5 juin, 15 jours après, pour la répartition, l'organisation des zones d'occupation en Allemagne, Yukov avait dit à De Lattre, vous savez, mon général, entre soldats on s'entend. Et grâce à Yukov, et surtout il faut nous passer des diplomates et des politiques, et grâce à Yukov, De Lattre a obtenu que par un couloir spécial, aérien, on rapatrie les prisonniers et les déportés à une cadence extrêmement rapide, ce qui nous a permis de les accueillir en particulier dans une des îles du lac de Constance, qui vous en souvenez, Madame la Maréchale. Eh bien, tout ça est dû aux initiatives conjuguées de deux hommes qui, le 8 mai, se sont entendus vraiment comme deux soldats, comme deux frères, Yukov et De Lattre. C'est la vérité historique, c'est pour ça que je le dis, c'est frappant pour ceux qui ont vécu cette journée. Voilà mes souvenirs restitués, je vous assure, d'une manière très, comme vous voyez, très courante, très simple, mais qui ont une vertu, c'est qu'ils ont la vertu de la sincérité. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien. C'est ainsi, tout bonnement, que s'est passée cette journée qui marque notre histoire. Reims est le nom de la justice, Berlin est le nom du châtiment. 2 jours après les signatures de Reims, le maréchal Tedder, représentant le général Eisenhower, arrive à Tempelhof pour présider aux côtés du maréchal Yukov à la ratification de la reddition. Il y est suivi par le général De Lattre de Tassigny, venu représenter l'armée française. Et c'est là qu'arrive presque en même temps le maréchal Keitel, chef d'état-major de Hitler. Une salle de l'ancienne académie militaire. Yukov et les alliés d'un côté, de l'autre, Keitel et ses acolytes, l'amiral Friedenburg et le général d'aviation Stumpf. Drame à 2 voix. Yukov demande « Êtes-vous prêt à signer ?» Keitel n'a qu'un mot « Ya ». Et il y a un terrible silence dans lequel on n'entend que le bruit d'une plume sur le papier. Comme c'est silencieux l'abdication d'un peuple. Ils avaient décidé la guerre totale, la victoire totale. Ils ont eu la défaite totale et la capitulation totale. Keitel regarde, il est prussien, il pense à Iéna, il pense à Rotonde, il pense qu'il y a encore une fois un nom français au bas de ce papier et qu'une signature, c'est un destin qui se ferme. Et soudain, un silence énorme couvre l'Europe. Les canons se sont tus. Et ce silence s'emplit d'une rumeur, celle du pas des soldats, de ceux qui vivaient casqués depuis des années et qui simplement, humblement, ont fait la guerre avec leurs pauvres mains et leurs pauvres vies. Et derrière cette rumeur, il y a des présences sensibles, des visages familiers dont on fera des images saintes et des légendes, les visages de ceux qui ont joué la victoire pour les hommes de leur pays.
Et pour la première fois, le cri des sirènes devient un chant. Et les cloches de tous les clochers s'ébranlent pour un nouveau Noël. La naissance d'une nouvelle paix pour les hommes de bonne volonté. Et une sorte de passion commence à animer la ville. Il n'y aura jamais assez de drapeaux, ni assez de joie, ni assez de cloches, ni assez de ciel.